Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 22 août. Les syndicats de police veulent voir plus grand, ils souhaitent étendre la zone d'intervention de Punaauia jusqu'à Mahina et donc augmenter les effectifs. On en parlera avec notre invité, le haut-commissaire Eric Spitz, pour un ultime passage sur TNTV avant son retour à Paris. Avec lui, nous parlerons aussi de la montée du désir d'indépendance dans le Pacifique. En Calédonie, le FLNKS maintient son refus de l'accord de Bougival et le Tavini soutient ce refus. La Polynésie mobilisée contre l'ICE, une grande marche est prévue le 6 septembre et déjà les entreprises, les politiques, les églises et les anonymes s'élèvent contre ce trafic. La zone police sera-t-elle élargie au Grand Papeete? C'est l'ambition des syndicats de policiers pour lutter contre la drogue et les violences intrafamiliales. Mais pour doubler la surface couverte, il faudrait doubler les effectifs. Le reportage de Nicolas Pérez. Doit-on modifier le périmètre de la zone police et celui de la gendarmerie sur Tahiti? Le ministre Darmanin avait bien écarté l'idée en 2022. Mais avec la hausse du narcotrafic et des violences intrafamiliales, le débat refait surface. On estime que vu l'urbanisation de la zone, vu les risques aussi et les enjeux aujourd'hui, avec aussi une jeunesse qui connaît ces dérives, même en Polynésie, il y a quand même des parallèles assez marquants sur l'aspect de consommation de drogue, de regroupement et de nuisance. Je crois que le système policier est bien plus adapté, pour tout dire, plutôt que le système gendarmique. L'ambition des syndicats de la police nationale serait donc d'élargir cette zone Papeete-Pire à une zone beaucoup plus vaste qui engloberait les communes situées de Punaauia à Mahina. Autrement dit, le Grand Papeete. Un périmètre qui n'est pas pris au hasard. La police nationale a vocation à couvrir les zones urbaines, là où la densité de population et l'activité économique sont les plus fortes. Mais ce redécoupage ne risque-t-il pas d'affaiblir la gendarmerie? Il ne s'agit pas d'empiéter sur les plates-bandes de nos collègues, de nos confrères de la gendarmerie nationale. Bien au contraire, nous ce qu'on souhaite c'est l'application toute simple en fait, des recommandations, des préconisations en fait, qui figurent dans le livre blanc de la sécurité intérieure et qui répartit justement les zones de compétences police nationale et gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale, moins de 30 000 habitants. Police nationale, plus de 30 000 habitants. Une extension qui multiplie par 3 le nombre de citoyens à sécuriser. Des moyens humains doivent donc être mobilisés. Alors, je vais vous donner une estimation. Rien que pour la commune de Fa'a, il faudrait à peu près une centaine d'agents pour pouvoir répondre aux besoins en matière de sécurité. Centaines d'agents, je tiens à le rappeler, qui aujourd'hui sont disponibles sur la métropole, puisqu'ils sont actuellement en fonction sur la métropole et qui demandent tout simplement à revenir exercer au Fénois. Soit une estimation de 250 agents de police de plus pour couvrir les 4 communes supplémentaires. Un investissement conséquent, mais jugé rentable au regard des résultats. Sur la commune de Pirae, où on a eu en plus des éléments extrêmement intéressants, où finalement, depuis leur passage en zone police nationale, la délinquance a baissé de 2% chaque année de manière constante. C'est-à-dire que l'action de la police nationale, là où elle se met en place, est extrêmement positive. Les syndicats de police ont d'ores et déjà sollicité une rencontre avec le futur haut-commissaire Alexandre Rochat pour exposer leurs doléances. Reste à savoir si l'État est prêt à financer ce changement d'échelle. Monsieur le commissaire, bonsoir. Et Orana. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes sur les départs dans quelques jours maintenant, ou est-ce que c'est votre successeur qui va répondre à ces demandes des policiers? La véritable réponse sera le ministre lui-même. Et vous l'avez dit dans votre reportage, Gérald Darmanin a déjà répondu à la question. Le temps des transferts de zones de compétences de la gendarmerie à la police ou la police à la gendarmerie est pour l'instant achevé. Le ministre a été très clair. En revanche, ce qu'il souhaite, c'est que les policiers n'hésitent pas à intervenir en zone gendarmerie quand c'est nécessaire et que les gendarmes n'hésitent pas à intervenir en zone police. Un peu plus de collaboration entre eux. Oui, mais ici, ça marche bien. Et j'observe que la gendarmerie a des résultats remarquables. J'ajoute d'ailleurs que de plus en plus de gendarmes sont polynésiens.
Alors on comprend que pour l'instant, donc c'est plutôt non. On parle aussi dans ce reportage de trafic de drogue. Vous avez vu qu'il augmente dans nos eaux, à l'image de ce navire semi-submersible qui a été trouvé à Makemo. Il a été trouvé échoué donc sur la plage de Makemo. Est-ce que vous pensez que les moyens qui sont déployés par l'État sont suffisants pour bien surveiller nos eaux contre la drogue, mais aussi contre la pêche illégale? Je vous rappellerai qu'on va remplacer un vieux patrouilleur par 2 patrouilleurs ultramodernes et nos vieux gardiens par des Falcon 50 ultramodernes, avec beaucoup plus de possibilités, y compris pour les patrouilleurs d'être équipés de drones qui permettent d'aller voir jusqu'à 200 km. Donc la dernière action de pêche illégale, elle remonte à 2007. Ça, vous en êtes certain? Parce que les Polynésiens ont beaucoup de doutes là-dessus. Oui, il n'y a pas eu de pêche illégale dans les 20 dernières années. Il n'y a pas eu de pêche illégale. En revanche, il y a bien évidemment, en dehors de notre zone économique exclusive, des dérivés de concentration de poissons qui peuvent éventuellement atterrir dans notre zone. En matière de lutte contre la drogue, je vous rappelle qu'on a quand même fait une saisie d'1,8 tonnes de cocaïne et 187 kg de amphétamine en juillet à Nukuiva. Et que cette drogue n'est pas destinée au marché polynésien. Nous sommes une zone de transit. Mais croyez bien que tous les efforts sont déployés dans le domaine de la répression. Il y a aussi des choses à faire dans le domaine de la prévention et aussi pour lutter contre le trafic de patates. Un message plutôt au gouvernement local sur la prévention, parce que ça, c'est pas de votre domaine. Simplement, entre ces 3 fléaux dont vous avez déjà parlé, le PACA, l'ice et l'alcool, est-ce que vous établissez une hiérarchie du danger? Non, c'est difficile d'établir une stratégie, ou une hiérarchie. Je voudrais simplement observer quelque chose, et ça, j'ai toutes les semaines des réunions de police où on passe en revue tous les faits graves, c'est que quasiment 100% des violences infrafamiliales le sont sur fond d'alcool, et parfois de PACA, et que 90% des accidents mortels de la circulation sont sur fond d'alcool. Donc vous avez déjà un peu une réponse à ma question. Donc l'alcool reste le fléau numéro 1 pour vous? Ça reste le fléau numéro 1, et encore faut-il le nommer pour pouvoir s'y attaquer. Très bien. Juste un dernier mot là-dessus, parce que c'est évidemment lié. L'alcool, la drogue, ça provoque aussi des décès sur les routes. Finalement, la mortalité routière a peu évolué, même elle a probablement un peu augmenté ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette mortalité routière? Le chiffre du nombre de tués en 2024 était mauvais, 39. Le chiffre du nombre de tués en 2025 n'est pas bon non plus, 26. Donc on s'achemine un peu sur une courbe. Donc nous avons réalisé un séminaire avec le pays à la fin de l'année dernière. Maintenant, je crois qu'il faut saisir l'arme du crime. Et l'arme du crime, c'est souvent la voiture ou le 2 roues. Et pour ça, il faut des fourrières. Et donc pour ça, il faut aussi une loi de pays, il faut lancer une délégation de service public. Je pense que les travaux préparatoires qu'on en a fait au cours de ce séminaire nous permettront d'en arriver là. Sinon, on n'arrivera jamais à lutter contre les gens qui roulent sans assurance, sans permis, en état d'ébriété, si on ne saisit pas la voiture ou le 2 roues. Merci, monsieur le commissaire. On va se retrouver dans un instant après cette information sanitaire. Eh bien, tout simplement parce que le centre hospitalier est sous tension à tel point que la direction se prépare à engager son plan blanc, un dispositif de crise pour diminuer la pression sur les services, en partie lié à l'afflux de patients le week-end. La direction appelle la population à la prudence afin de préserver l'accès aux soins. On écoute les explications de la directrice de l'hôpital, Hani Teripaya, au micro de Juanui Atuahiva et Vaimi Tierlo. On passe en niveau 3 du plan hôpital en tension qui correspond à l'activation du plan blanc. Et donc, nous serons en situation sanitaire exceptionnelle de tension. Donc, on informe toutes les autorités, le pays et l'État. Et je serai amenée à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles comme l'annulation de congés, le rappel de personnel, des fermetures d'activités médicales, des reports de prise en charge non urgentes. Voilà, c'est vraiment un examen fin avec la communauté soignante de ce qui peut être renforcé et ce qui peut être réduit. Monsieur le commissaire, l'hôpital prépare donc son plan blanc. La santé, on le sait, c'est de compétences polynésiennes et non de compétences d'État, mais l'accès équitable aux soins, normalement, doit être garanti sur l'ensemble de la République. Est-ce que pour vous, les Polynésiens ont un accès égal aux soins par rapport aux Français de métropole? Oh, la géographie est têtue sur un territoire aussi grand, avec des îles qui ne sont même pas dotées d'aérodromes pour 25 d'entre elles, avec des fois avec une absence de passe. Donc, en tout cas, lui, l'État
Et on a pu constater ces dernières semaines, ces derniers mois, une augmentation du nombre d'évasanes urgentes. Et l'État répond toujours présent, y compris dans des conditions extrêmement difficiles. Nous n'hésitons pas à mobiliser les dauphins, c'est-à-dire les hélicoptères, les CASA, les longs porteurs, pour répondre à ces attentes. Et on est en plein soutien à la Polynésie française dans ces moments difficiles. Merci, monsieur le commissaire. On se retrouve dans un tout petit instant pour la dernière partie de cette interview. Parce qu'en politique, le déplacement du ministre des Outre-mer en Calédonie a fait réagir le Tavini Huiratira. Manuel Valls souhaitait convaincre le principal mouvement indépendantiste de soutenir l'accord de Bougival, un compromis entre les forces politiques locales. Sans succès, au Fénois, le Tavini a confirmé son soutien au FLNKS. Le reportage de Vaitiare Nauta et Matayurei. En déplacement à Nouméa, le ministre des Outre-mer n'est pas parvenu à convaincre le Front indépendantiste de revenir à la table des discussions. Alors que Paris espérait voir le compromis adopté par toutes les forces politiques calédoniennes, le FLNKS compte sur sa position. En Polynésie, le Tavini Huiratira a exprimé son soutien au FLNKS, marquant ainsi la solidarité indépendantiste au-delà des frontières calédoniennes. Ils ont notre soutien. Je n'oublie pas que j'ai mes frangines là-bas, j'ai mes beaux-frères là-bas. J'ai mes cousins là-bas, il y a plein de gens de Faa qui sont partis là-bas en 1956. Et j'ai mes cousins là-bas. Et puis notre lien historique d'amitié avec Jean-Marie Djibaou et le FNKS, tous ces gens-là, Roch Pidjo, Yann Selene, Éloi Machoro, ce sont des liens indéfectibles. Une délégation du FLNKS avait signé le projet d'accord le 12 juillet 2025 à Bougival, en région parisienne, mais quelques jours après, en congrès, le mouvement indépendantiste s'est finalement rétracté. Un revirement qui a conduit le ministre à se rendre sur le Caillou pour tenter de le convaincre de s'inscrire dans le processus de Bougival. Le Tavini, de son côté, estime que Paris n'était pas le lieu approprié pour une telle signature. Non, j'ai toujours été contre ce déplacement à Paris pour parler de l'avenir de notre pays ou de la Kanaky. Il y a un comité de décolonisation qui a été mis en place par la France, par les pays fondateurs et signataires de la Charte des Nations Unies. C'est là-bas qu'on doit régler ces questions-là, parce que si vous allez à Paris, on a affaire à des hommes qui sont rodés pour ça. Ils maîtrisent la communication, ils maîtrisent tout, et on sait qu'ils ont signé ce document-là à 2 h du matin. Dans quel état ils étaient, j'en sais rien. Arrivé mercredi sur le Caillou, Manuel Valls a finalement prolongé son séjour pour tenter de réunir lundi les partisans de l'accord sur l'avenir de l'archipel. Monsieur le haut-commissaire, votre mandat a aussi été marqué, bien sûr, par une montée des indépendantismes dans le Pacifique. Il y a eu notamment des tensions politiques et même des émeutes en Calédonie. Il y a eu aussi cette élection de 2023 où les indépendantistes ont pris le pouvoir en Polynésie. Ce désir d'indépendance d'une partie de la population, est-ce que vous le comprenez, vous qui représentez l'État? Moi, je n'ai pas vraiment à commenter ce genre de questions. J'observe déjà que les élections en mai 2023 sont déroulées sans aucun incident. J'ai pris particulièrement à cœur le fait que les relations entre l'État et le nouveau pouvoir soient bonnes. Elles l'ont été, j'ai même été, vous rappelez-vous, jusqu'à aller le 29 juin à la cérémonie du monument aux morts des guerres franco-tahitiennes à Faa. En dépit de quelques différends sur la question de la drogue, par exemple. La façon de lutter contre la drogue. Oui, on a senti qu'il y avait des petites oppositions. Non, mais bon, on n'est pas des robots, mais sur les gros dossiers structurants, mais je rappelle, à côté du tourisme qui bat des records sur la préparation du sommet de l'océan à Nice, donc l'économie bleue, sur le numérique, l'arrivée de Google, on travaille ensemble à construire les piliers du développement de la Polynésie. Et les chiffres de l'économie sont bons. La croissance est près de 3%, l'inflation est maîtrisée, l'emploi continue d'augmenter. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun souci en Polynésie, la santé, les inégalités, le foncier, il y a quand même beaucoup de problèmes à résoudre. Pour les autres outre-mer, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt bien. Et tout ne va pas si mal, comme dirait le président. Temaru l'a souligné avec raison. Nous avons des liens forts avec la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de Calédoniens qui vivent en Polynésie, de Polynésiens en Calédonie. Et on a bien évidemment tout intérêt à ce que les choses rentrent dans l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Je sais que le ministre d'État s'y emploie. En tout cas, vous avez maintenu un dialogue avec les indépendantistes sans aucune difficulté particulière, mais pas sur la question de la décolonisation. C'est
disons, ce que reproche un petit peu à l'État le gouvernement actuel. Alors j'ai quand même plaidé pour que la France ne quitte pas la table lorsque la Polynésie française était inscrite à l'ordre du jour du comité de décolonisation. Et donc depuis 2023, notre ambassadeur reste. Il défend toujours une position assez ferme, mais en tout cas, il reste, et je trouve que c'est la moindre des politesses. Ensuite, Moïse Broverson lui-même m'avait dit quelques mois avant de se présenter qu'on discuterait indépendance quand la dépendance financière de la Polynésie serait beaucoup plus faible par rapport à l'État. Bon, moi, j'observe qu'elle était de 190 milliards de francs quand je suis arrivé et qu'elle est de 224 aujourd'hui. Donc, pour l'instant, c'est de point de vue entre Moïse Broverson et une partie du Tavini. C'est ça. Je vous propose de passer à quelques questions un tout petit peu plus légères pour finir cette interview et également pour finir quelque part votre mandat en Polynésie. On vous a vu danser à Rurutu aux côtés du ministre des Outre-mer. Alors j'imagine que c'est pas comme ça que vous envisagez votre carrière de haut fonctionnaire tout au début. Ça a dû être un petit peu des surprises. D'ailleurs, voilà, on voit quelques images. Est-ce que c'est ce type de souvenir que vous allez conserver de la Polynésie ? Oui, l'accueil, c'est une banalité de le dire, mais que ce soit au Marquis, au Soustral, l'île du Vent, l'île sous le Vent et au Tuamotu, est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Moi, je retiens surtout de mon séjour, plus que les paysages, des visages, des dizaines, des centaines de visages. Je retiens aussi les moments passés essentiellement avec des Polynésiens que j'ai fréquentés en dehors de mon travail, à la vallée d'Amuta, à Mataya, dans des endroits comme ça, où j'ai passé des moments fantastiques. Voilà, un attachement privé fort. Est-ce que vous savez si votre successeur, Alexandre Rochat, est aussi attaché que vous à la Polynésie, puisqu'il est venu également? Je n'en doute pas un seul instant. Il m'a déjà succédé en 2010. Il a sans doute souhaité revenir. Et Alexandre va faire un très bon boulot ici, vous verrez. Merci, monsieur le commissaire, pour avoir répondu à nos questions et pour avoir participé à la marche du pays pendant toutes ces années. Et vous serez heureux de savoir que face à l'ICE, la mobilisation s'amplifie. La Fédération de lutte contre les drogues et toxicomanie appelle à une marche le 6 septembre. Les soutiens affluent de toutes parts, entreprises, responsables politiques ou religieux et même le Terevao. Tous affichent leur détermination. Le point avec nos journalistes Jeanne Tinoroa et Tauhiti Tanyamousan. C'est vraiment un fléau et puis voilà, il faut lutter. Ce n'est pas la première fois que la compagnie maritime Terevao apporte son soutien à une cause. Habituée à proposer une navette gratuite pour la course La Tahitienne en faveur des malades du cancer du sein, la compagnie a cette fois encore décidé de se mobiliser. Pas seulement en tant qu'entreprise, les personnels sont avant tout des parents inquiets de voir leurs enfants confrontés à la drogue. La direction et nous, le personnel, nous mettons en place pour le samedi 6 un voyage gratuit pour la population de Montréal sur Papeete et le retour sur Montréal. C'est un cri d'appel à toute la population de Montréal, hein, tous les parents et puis tous ceux qui sont contre ce fléau qui est l'ICE. À mon époque, il était à 30 000. Et ce soutien n'est pas isolé. Selon Charles Renvoyer, vice-président de la Fédération de lutte contre les drogues et toxicomanie, les appels se sont multipliés depuis l'annonce de l'organisation de la marche. Tous veulent faire barrage à la propagation de l'ICE en Polynésie. Je pense que ça s'est officialisé aujourd'hui pour la demande de Osaria, tout ça. Hein. Les politiciens, tout ça, qui vont s'unir à cette marche-là. Et on a même fait appel à notre président du pays qui sera là aussi. Comme j'ai dit, il n'y aura pas d'étiquette politique. La seule étiquette politique, ça sera contre l'ICE. C'est ça le vrai combat. Les églises seront là aussi. Le samedi 6 septembre, le cortège partira donc du stade Willy Bombridge à Tiperui, direction la cathédrale de Papeete, avant de revenir à l'Assemblée de Polynésie. Les chefs d'entreprise, commerçants et patentés liront le 9 octobre les 6 nouveaux juges consulaires du tribunal mixte de commerce. Il est composé de chefs d'entreprise appelés à juger d'autres chefs d'entreprise. Chaque année, les liquidations judiciaires représentent 2,5 milliards de créances jamais recouvrées. Plus de 30 000 électeurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés. Les juges élus traiteront 2 audiences par mois pendant 4 ans. On écoute Christophe Tissot, le président du tribunal mixte de commerce. Il est interrogé par Thomas Chabrol. Le quotidien du tribunal de commerce, je veux vraiment insister là-dessus, ce ne sont pas les grands dossiers, les grandes affaires.
y en a une qui arrive prochainement au tribunal de commerce en matière d'opérateur de gaz. Non, les grands dossiers que nous avons, ce sont des petits dossiers, ce sont les dossiers des patentés, le dossier des petits entrepreneurs. Et ce sont eux qui forment le tissu de l'économie polynésienne et ce sont eux qui subissent les premiers les difficultés, les aléas de la conjoncture. C'est une priorité dans tous les tribunaux de commerce. C'est vraiment presque une obsession. Empêcher le conflit d'intérêts, empêcher qu'un juge qui est lui-même chef d'entreprise ait à juger un ami, mais ça peut être aussi un ennemi, un concurrent, un confrère. Et il existe donc pour se défaire de cette suspicion tout un ensemble de règles qui permettent d'empêcher, d'éviter le conflit d'intérêts. C'est la grogne à la flottille administrative. Haute-Hay et le syndicat des gens de mer ont déposé ce matin un préavis de grève. Parmi les 7 points de revendication, le paiement des heures supplémentaires, mais surtout la mise en place d'un plan de départ volontaire pour les anciens de ce service du pays qui permettrait d'embaucher des jeunes. À défaut d'accord avec le gouvernement, la grève sera effective jeudi à la première heure, juste avant le départ prévu du navire Tahiti-Nui dans les îles. On écoute Sylvain Kohu-Moitini, président du syndicat Les gens de mer, au micro de Jeanne Tienoroa et Tahuiti Tauniuamusan. C'est les mêmes points de revendication depuis l'année dernière, jusqu'à mars, le dernier point, l'avant-dernier. Et aujourd'hui, c'est les mêmes points de revendication. Voilà, les points essentiels, c'était les paiements des heures supplémentaires, qui datent de 2023. Les dimanches, qui sont payés à Lance-Pierre, et puis les marées surclassées, mais que les salaires n'ont pas suivi. La porte est toujours ouverte. On est ouvert à toute discussion pour faire aboutir ces points de revendication qui a toujours traîné. Mais la porte est toujours ouverte. Et la direction de la flottille n'a pas souhaité réagir. Ce journal s'achève dans quelques instants. Initiative Fénois, le MAG, puis à 19h25, le 3e épisode de la Nescafé Star. Vous pourrez aussi prolonger la soirée sur TNTV avec la série Underground à 19h55 et rester avec Jean-Luc Reichmann et l'émission Les 12 coups de midi, spécial 15 ans, à 20h40. Demain soir, ne ratez pas votre rendez-vous avec Mika Delattre à cette même place. Excellente soirée, Pariane Yorana. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.